Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 28 octobre et Somnifère vous plonge ce soir dans un récit plein de mystères à l'occasion d'Halloween. Un groupe d'amis est réuni pour une soirée à Paris, rue de Grenelle, dans un ancien hôtel particulier, et chacun y va de sa petite histoire autour de la cheminée. L'un d'entre eux, un homme de 82 ans, se lève et se met à raconter un événement bouleversant et inexplicable qui lui est arrivé près de Rouen, en pleine Normandie, il y a plus de 50 ans. Une histoire tellement étrange qu'elle est devenue l'obsession de sa vie. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour se mettre dans une ambiance cotonneuse. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Léa et Eduardo de Paris, Anaïs de Pont-Sainte-Maxence, Daphné de Bussigny, Sonia de Liège et Alain de Villeparisis, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de podcast dimanche soir puisque nous serons la veille d'un jour férié, et je vous donne donc rendez-vous lundi pour le prochain Somnifère. Je vous souhaite un bon week-end de la Toussaint, une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous bien à l'aise, fermez les yeux et fermez dans le même temps la page de cette journée. Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup la météo qu'on a eue ces derniers jours. Quand il fait beau et frais à la fois, qu'on peut mettre un gros pull, mais qu'il est quand même possible de profiter de la lumière du soleil. C'est la période idéale pour les boissons chaudes, pour les crêpes, pour se réfugier au chaud. Prenez un instant pour simplement observer votre corps sur le matelas et commencez par prendre une profonde inspiration par le nez, en gonflant votre poitrine autant que possible, et évacuez toutes les tensions de la journée à l'expire. Je vous propose qu'on prenne le temps, pendant ce long week-end, de se réapproprier les lieux de culture. D'aller faire une expo, d'aller au cinéma, d'aller dans un petit théâtre de quartier, de sortir un peu de notre zone de confort, de nos écrans, de notre routine, et d'aller découvrir quelque chose de nouveau. On a un peu perdu l'habitude de le faire avec la crise sanitaire. J'ai par exemple cette semaine découvert le travail de Viviane Mayer, une photographe qui a connu un succès posthume. Elle est arrivée à travers ses photos à capturer la beauté partout, dans les situations banales de la vie quotidienne ou dans les yeux d'inconnus croisés dans la rue. Et elle nous fait réaliser en quelque sorte que c'est ainsi que la vie doit être, qu'on a toujours la possibilité de trouver cette beauté partout, tout le temps, même dans les moments difficiles, même quand ça ne va pas fort, car en réalité elle est toujours là, il suffit juste de regarder au bon endroit. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer simplement votre respiration, et l'air qui entre et sort de vos narines. Et vous pouvez, si votre position le permet, mettre une main sur votre ventre et vous laisser bercer par ces mouvements. Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus.
notamment au niveau de la mâchoire, de la langue et des épaules. Portez à présent toute votre attention sur vos deux mains et observez simplement vos sensations pendant quelques instants. Peut-être ressentez-vous une sensation de chaleur, des fourmillements, des picotements, une sensation d'énergie. Laissez cette sensation remonter lentement le long de vos avant-bras. Jusqu'à vos épaules, votre nuque, et l'ensemble de votre dos. Laissez à présent cette sensation circuler où vous le souhaitez. Autorisez-vous simplement à ne porter votre attention que sur cette sensation. Qui circule librement et vous laisse de plus en plus détendu. Laissez votre respiration s'apaiser, s'adoucir, et votre corps s'enfoncer dans le matelas un peu plus à chaque expire. Continuez d'observer vos sensations. Les appuis de votre corps contre le matelas. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Votre ventre qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant. Apparition. On parlait de séquestration à propos d'un procès récent. C'était à la fin d'une soirée intime, rue de Grenelle, dans un ancien hôtel, et chacun avait son histoire,
une histoire qu'il affirmait vraie. Alors, le vieux marquis de la tour Samuel, âgé de 82 ans, se leva et vint s'appuyer à la cheminée. Il dit, de sa voix un peu tremblante: « Moi aussi, je sais une chose étrange, tellement étrange qu'elle a été l'obsession de ma vie. Voici maintenant 56 ans que cette aventure m'est arrivée, et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. Il m'est demeuré de ce jour-là une marque, une empreinte de peur. Me comprenez-vous? Oui, j'ai subi l'horrible épouvante, pendant 10 minutes, d'une telle façon que depuis cette heure, une sorte de terreur constante m'est restée dans l'âme. Les bruits inattendus me font tressaillir jusqu'au cœur, les objets que je distingue mal dans l'ombre du soir me donnent une envie folle de me sauver. J'ai peur la nuit, enfin. Je n'aurais pas avoué cela avant d'être arrivé à l'âge où je suis. Maintenant, je peux tout dire. Il est permis de n'être pas brave devant les dangers imaginaires quand on a 82 ans. Devant les dangers véritables, je n'ai jamais reculé, mesdames. Cette histoire m'a tellement bouleversé l'esprit, a jeté en moi un trouble si profond, si mystérieux, si épouvantable, que je ne l'ai même jamais raconté. Je l'ai gardé dans le fond intime de moi, dans ce fond où l'on cache les secrets pénibles, les secrets honteux, toutes les inavouables faiblesses que nous avons dans notre existence. Je vais vous dire l'aventure telle qu'elle, sans chercher à l'expliquer. Il est bien certain qu'elle est explicable, à moins que je n'ai eu mon heure de folie. Mais non, je n'ai pas été fou, et je vous en donnerai la preuve. Imaginez ce que vous voudrez, voici les faits tout simples. C'était au mois de juillet. Je me trouvais à Rouen, en garnison. Un jour, comme je me promenais sur le quai, je rencontrai un homme que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis 5 ans que je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs et il marchait courbé comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée dans une sorte d'extase de bonheur. Après un an d'une félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte subitement d'une maladie de cœur, tuée par l'amour lui-même sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là, solitaire et désespéré, rongé par la douleur si misérable qu'il ne pensait qu'au suicide. « Puisque je te retrouve ainsi, me dit-il, je te demanderai de me rendre un grand service. C'est d'aller chercher chez moi dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre, quelques papiers dont j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires, car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde je ne rentrerai dans cette maison. Je te donnerai la clé de cette chambre que j'ai fermée moi-même en partant et la clé de mon secrétaire. Tu remettras, en outre, un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château.
mais viens déjeuner avec moi demain et nous causerons de cela. » Je lui promis de lui rendre ce léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi, son domaine se trouvant situé à 5 lieues de Rouen environ. J'en avais pour 1 heure à cheval. À 10 heures le lendemain, j'étais chez lui. Nous déjeunâmes en tête-à-tête, mais il ne prononça pas 20 paroles. Il me pria de l'excuser, la pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre où gisait son bonheur le bouleversait, me disait-il. Il me parut en effet singulièrement agité, préoccupé, comme si un mystérieux combat se fût livré dans son âme. Enfin, il m'expliqua exactement ce que je devais faire. C'était bien simple, il me fallait prendre 2 paquets de lettres et une liasse de papier enfermée dans le premier tiroir de droite du meuble dont j'avais la clé. Il ajouta: « Je n'ai pas besoin de te prier de n'y point jeter les yeux. » Je fus presque blessé de cette parole et je le lui dis un peu vivement. Il balbutia: « Pardonne-moi, je souffre trop. » Et il se mit à pleurer. Je le quittai vers 1 heure pour accomplir ma mission. Il faisait un temps radieux et j'allais au grand trot à travers les prairies, écoutant des chants d'alouettes et le bruit rythmé de mon sabre sur ma botte. Puis j'entrai dans la forêt et je mis au pas mon cheval. Des branches d'arbres me caressaient le visage. Et parfois, j'attrapais une feuille avec mes dents et je la mâchais avidement, dans une de ces joies de vivre qui vous emplissent, on ne sait pourquoi, d'un bonheur tumultueux et comme insaisissable, d'une sorte d'ivresse de force. En approchant du château, je cherchai dans ma poche la lettre que j'avais pour le jardinier, et je m'aperçus avec étonnement qu'elle était cachetée. Je fus tellement surpris et irrité que je faillis revenir sans m'acquitter de ma commission. Puis je songeai que j'allais montrer là une susceptibilité de mauvais goût. Mon ami avait pu d'ailleurs fermer ce mot sans y prendre garde dans le trouble où il était. Le manoir semblait abandonné depuis 20 ans. La barrière ouverte et pourrie tenait debout on ne sait comment. L'herbe emplissait les allées, on ne distinguait plus les plates-bandes du gazon. Au bruit que je fis en tapant à coups de pied dans un volet, un vieil homme sortit d'une porte de côté et parut stupéfait de me voir. Je sautai à terre et je remis ma lettre. Il la lut, la relut, la retourna, me considéra en dessous, mit le papier dans sa poche et prononça: « Eh bien, qu'est-ce que vous désirez ?» Je répondis brusquement: « Vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château. » Il semblait atterré. Il déclara: « Alors vous allez dans sa chambre ?» Je commençai à m'impatienter. « Parbleu, est-ce que vous auriez l'intention de m'interroger par hasard ?» Il balbutia: « Non, monsieur, mais c'est qu'elle n'a pas été ouverte depuis la mort. Si vous voulez m'attendre 5 minutes, je vais aller voir si... » Je l'interrompis avec colère. « Ça, voyons, vous fichez-vous de moi? Vous n'y pouvez pas entrer puisque voici la clé. » Il ne savait plus que dire. « Alors, monsieur, je vais vous montrer la route. » « Montrez-moi l'escalier et laissez-moi seul. Je la trouverai bien sans vous. »« Mais
Monsieur, cependant, cette fois, je m'emportai tout à fait. Maintenant, taisez-vous, n'est-ce pas, ou vous aurez affaire à moi. Je l'écartai violemment et je pénétrai dans la maison. Je traversai d'abord la cuisine, puis 2 petites pièces que cet homme habitait avec sa femme. Je franchis ensuite un grand vestibule, je montai l'escalier et je reconnus la porte indiquée par mon ami. Je l'ouvris sans peine et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguai rien d'abord. Je m'arrêtai, saisi par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées, des chambres mortes. Puis peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité, et je vis assez nettement une grande pièce en désordre, avec un lit sans drap, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde d'un coude ou d'une tête, comme si on venait de se poser dessus. Les sièges semblaient en déroute. Je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entr'ouverte. J'allai d'abord à la fenêtre pour donner du jour, et je l'ouvris. Mais les ferrures du contrevent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. J'essayai même de les casser avec mon sabre, sans y parvenir. Comme je m'irritais de ces efforts inutiles, et comme mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ombre, je renonçai à l'espoir d'y voir plus clair, et j'allai au secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil, j'abattis la tablette, j'ouvris le tiroir indiqué. Il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que 3 paquets que je savais comment reconnaître et je me mis à les chercher. Je m'écarquillai les yeux à déchiffrer les suscriptions quand je crus entendre, ou plutôt sentir, un frôlement derrière moi. Je n'y pris point garde, pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelque étoffe. Mais au bout d'une minute, un autre mouvement presque indistinct me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être ému, même à peine, que je ne voulus pas me retourner par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde des liasses qu'il me fallait, et je trouvai justement la 3e, quand un grand et pénible soupir, poussé contre mon épaule, me fit faire un bond de fou à 2 mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme vêtue de blanc me regardait, debout derrière le fauteuil où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son cœur, le corps entier devient mou comme une éponge, on dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes, eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert en quelques instants plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort peut-être, mais elle parla. Elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvai ma raison, non. J'étais éperdu à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi,
me faisait garder presque malgré moi une contenance honorable. Je posais pour moi, et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard, car je vous assure que dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Elle dit : « Oh, monsieur, vous pouvez me rendre un grand service. » Je voulus répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot. Un bruit vague sortit de ma gorge. Elle reprit : « Voulez-vous, vous pouvez me sauver, me guérir. Je souffre affreusement. » Et elle s'assit doucement dans mon fauteuil. Elle me regardait. « Voulez-vous » Je fis oui de la tête, ayant encore la voix paralysée. Alors, elle me tendit un peigne en écaille et elle murmura : « Peignez-moi. Peignez-moi, cela me guérira. Il faut qu'on me peigne. Regardez ma tête, comme je souffre, et mes cheveux comme ils me font mal. » Ses cheveux dénoués, très longs, très noirs me semblait-il, pendaient par-dessus le dossier du fauteuil et touchaient la terre. Pourquoi ai-je fait ceci ? Pourquoi ai-je reçu en frissonnant ce peigne ? Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce, comme si j'eusse manié des serpents ? Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts et je tressaille en y songeant. Je la peignais. Je maniais, je ne sais comment, cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouai et la dénouai, je la tressai comme on tresse la crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Soudain, elle me dit : « Merci », m'arracha le peigne des mains et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entr'ouverte. Resté seul, j'eus pendant quelques secondes ce trouble effaré des réveils après les cauchemars. Puis je repris enfin mes sens, je courus à la fenêtre et je brisai les contrevents d'une poussée furieuse. Un flot de jour entra. Je m'élançai sur la porte par où cet être était parti. Je la trouvai fermée et inébranlable. Alors, une fièvre de fuite m'envahit, une panique, la vraie panique des batailles. Je saisis brusquement les 3 paquets de lettres sur le secrétaire ouvert. Je traversai l'appartement en courant, je sautai les marches de l'escalier 4 par 4, je me trouvai dehors je ne sais par où et apercevant mon cheval à 10 pas de moi, je l'enfourchai d'un bond et partis au galop. Je ne m'arrêtai qu'à Rouen et devant mon logis. Ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me sauvai dans ma chambre où je m'enfermai pour réfléchir. Alors, pendant 1 heure, je me demandai anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfantent les miracles, à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une erreur de mes sens, quand je m'approchai de ma fenêtre. Mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Mon dolman était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés au bouton.
Je les saisis un à un et je les jetai dehors avec des tremblements dans les doigts. Puis j'appelai mon ordonnance. Je me sentais trop ému, trop troublé, pour aller le jour même chez mon ami. Et puis, je voulais mûrement réfléchir à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ses lettres, dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi. On lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi. Il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir et pas rentré. Je revins dans la journée, on ne l'avait pas revu. J'attendis une semaine. Il ne reparut pas. Alors, je prévins la justice, on le fit rechercher partout, sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite du château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et depuis 56 ans, je n'ai rien appris. Je ne sais rien de plus. Bonne nuit. Bonne nuit.